Elia Brox a été ridiculisé pour avoir touché le piano d'un enfant riche, mais dès que ses doigts ont effleuré les touches, l'atmosphère dans la pièce a changé. C'était comme si le temps lui-même hésitait. Elia n'était pas du genre à parler beaucoup, non pas parce qu'il était timide, mais parce qu'il trouvait inutile de parler quand personne ne l'écoutait vraiment. Il vivait du côté ouest de Bâton Rouge, près de Florida Boulevard, dans un appartement exigu de 2 chambres où les murs minces permettaient au bruit de ses voisins de pénétrer sans fin. Sa mère, Charlène, travaillait en double dans une clinique locale, toujours trop fatiguée pour s'impliquer dans les petits moments de sa vie. Son frère aîné, Isaiah, était plus préoccupé par sa propre foule, en qui il n'avait pas confiance. Mais Elia avait quelque chose que sa famille ne pouvait pas lui offrir, la musique. Il ne s'agissait pas d'un clavier dernier modèle ou d'un piano à queue, mais d'un vieux clavier en mauvais état provenant du centre de loisirs voisin. La moitié des touches ne fonctionnaient pas et les accords éclataient si on les touchait au mauvais endroit. Mais pour Elia, cela n'avait pas d'importance. C'était suffisant. Chaque après-midi après l'école, ses doigts lui démangeaient de jouer, de créer. Pas de partition. Pas de cours. Juste les mélodies et les rythmes qui coulaient de son cœur. Parfois c'était la joie, parfois la colère, parfois c'était le silence lui-même qui parlait plus fort que toute autre chose. Personne ne lui avait appris, certaines choses, il le savait, ne pouvaient pas être enseignées, elles venaient simplement. À l'école, Elia gardait la tête basse. Ce n'était pas lui le fauteur de troubles, mais il n'était pas non plus celui qui se démarquait. Les enseignants ont manqué la façon dont son crayon tapait des rythmes pendant les cours de mathématiques, ou la façon dont ses yeux s'éclairaient chaque fois que l'hymne de l'école jouait sur le système de sonorisation. La plupart des autres enfants ne le remarquaient jamais, sauf lorsqu'ils avaient besoin de quelqu'un à qui emprunter des réponses ou lorsqu'ils cherchaient quelqu'un de facile à taquiner. Il n'y avait qu'une seule personne qui voyait Elia tel qu'il était vraiment, Madame Deaka, son professeur de musique à la Martin Luther King Jr. Middle School. Elle voyait clair dans son silence et remarquait ses bourdonnements au déjeuner, sa concentration tranquille pendant les cours. Elle le prenait à part et lui posait des questions qui lui faisaient penser différemment à la musique, aux accords, aux gammes et à la manière de raconter une histoire avec ses mains plutôt qu'avec ses mots. « Tu entends le monde différemment de la plupart des gens, Elia ?» lui dit-elle un jour après qu'il ait improvisé une berceuse pour une simulation de mission. Ne lâche jamais ça. Il n'allait pas le faire. Pas pour rien. Puis vint un jeudi matin, juste avant les vacances de printemps, lorsque l'école fit une annonce qui allait tout changer pour Elia. Il s'agissait d'un événement conjoint avec Bézide Prep, une prestigieuse école privée de l'autre côté de la ville. L'événement était présenté comme un « échange artistique communautaire », au cours duquel la classe d'Elia passait une journée à Bézide, assistant à des ateliers et regardant des spectacles. La plupart de ses camarades de classe gémissaient à cette pensée, mais Elia se redressa. Préparation au bord de la baie. Il en avait entendu parler. De vastes pelouses, des uniformes immaculés, une cafétéria qui servait des sushis, la rumeur disait que leur département de musique avait un petit piano à queue dans chaque pièce. Elia n'avait jamais touché un vrai piano auparavant, mais il en avait vu un une fois, il y a des années, lorsque sa classe assistait à un concert gratuit de la Philharmonie. Il avait passé toute la représentation à regarder bouger les mains du pianiste, fasciné par le son et la beauté de l'instrument. Maintenant, il allait avoir une chance d'être dans la même pièce qu'un autre. Peut-être, juste peut-être, qu'il pourrait même y jouer si personne ne le regardait. Charlène a repassé sa plus belle chemise la veille, même si elle avait une petite tache près du revers. « Tu es sage », dit-elle, sans même lever les yeux de la planche à repasser. « Ne m'embarrasse pas devant ces gens. »« Je ne le ferai pas, » promit Elia. « Ne touchez à rien que vous n'êtes pas censé toucher. » Il hocha la tête, ce qui était sérieux, mais au fond, il savait que la musique avait le pouvoir de lui faire oublier les règles. Il ne savait pas qu'une décision, un petit acte de courage allait bientôt tout changer. Le trajet en bus jusqu'à Bézide Prep n'a duré que 30 minutes, mais pour Elia, c'était comme entrer dans un monde différent. Alors que le bus franchissait les portes en fer, les yeux d'Elia étaient écarquillés, contemplant les haies bien entretenues, les fontaines en état de marche et les bâtiments qui ressemblaient plus à de grands musées qu'à des écoles. Les étudiants en blazer bleu marine se tenaient en groupe, riant sans effort, inconscients des problèmes qui les attendaient. Tout semblait vierge, comme un endroit où les soucis n'avaient pas de place. Même les trottoirs lui semblaient chers sous ses pieds. Alors qu'il suivait ses camarades de classe hors du bus, agrippant la sangle de son sac à dos, Elia ne dit pas grand-chose. Il aperçut simplement la cour avec sa statue de fondateur, un personnage imposant avec un rouleau à la main et une expression qui semblait plus satisfaite qu'accueillante.
À l'intérieur du bâtiment, les sols brillaient comme des miroirs et l'air sentait légèrement l'encaustique au citron et le papier frais. Pas de graffiti, pas de carreaux cassés, pas de professeur qui crie, juste une confiance tranquille qu'Elia n'avait jamais rencontrée. Ils traversèrent les couloirs, passant devant des expositions d'art étudiantes encadrées comme si elles appartenaient à une galerie. Une pièce avait même une étiquette de prix attachée, 200 $. Elia le regarda, les yeux écarquillés. Lui aussi savait dessiner, mais personne ne lui avait jamais proposé d'acheter ses croquis. Ils furent rassemblés dans un auditorium où les étudiants de Bézide étaient déjà assis en rangée parfaite. Un homme plus âgé aux cheveux argentés les accueillit, sa voix chaude et solennelle, comme on parle à l'église. Il a parlé d'unité et d'expression créative et a qualifié l'événement de célébration des talents de tous horizons. Elia regarda autour de la pièce. Parmi tous les étudiants présents, il était l'un des 5 enfants noirs. La majorité des étudiants semblaient n'avoir jamais eu faim ni avoir dû porter des vêtements de seconde main. Ils s'assirent confortablement sur leur siège, inconscients des barrières invisibles qu'il y portait avec lui. La performance du Bézide Jazz Ensemble était impressionnante, bien pratiquée, soignée et raffinée, mais elle a laissé Elia avec un sentiment de malaise. Non pas parce qu'il pensait qu'il n'était pas assez bon, mais parce qu'il savait que dans cet espace, personne ne le croirait à moins qu'il ne le prouve. Le groupe s'est divisé en ateliers et Elia s'est retrouvé affecté au cours d'écriture de chansons dans la salle 208. Il s'y est rendu avec un groupe de visages inconnus, restant silencieux pendant qu'il plaisantait sur la nourriture de la cafétéria et sur les parents qui possédaient les voitures les plus chics. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle de musique, cela n'avait rien à voir avec le centre de loisirs où Elia avait passé d'innombrables heures. Cette pièce avait des bails vitrés, des murs insonorisés et des instruments soigneusement alignés contre les murs, des guitares, des violons, un violoncelle et, au fond, un piano à queue Steinway noir et brillant. Cela ressemblait presque à une arme, ses clés polies à la perfection, mettant Elia au défi de s'en approcher. L'instructeur n'était pas encore arrivé et la plupart des étudiants prirent place avec peu d'intérêt. Eli, cependant, resta debout. Il était attiré par le piano, ses yeux rivés dessus. Mais avant qu'il puisse faire un pas de plus, une voix interrompit ses pensées. N'y pense même pas, Elia se tourna pour voir un grand garçon aux cheveux blonds lissés en arrière et au sourire narquois, flanqué de 2 autres qui avaient perfectionné l'art de paraître dédaigneux. C'est le don de mon père, a ajouté le garçon, la voix débordante de droit. Vous avez quelque chose comme ça dans votre quartier? Elia cligna des yeux, ne sachant pas si le garçon était sérieux ou s'il essayait simplement de le provoquer. Je n'allais pas le casser, dit doucement Elia. Tu es sûr de ça? Railla le garçon, ses amis riant. Attention. Ces clés ne sont pas faites pour les doigts sales. Les mots tombèrent comme une gifle et la pièce devint silencieuse. Quelques étudiants ont porté leur attention sur l'échange. Elia sentit la chaleur monter dans ses oreilles, mais il ne bougea pas. Ses mains restaient à ses côtés, et le piano, une fois à portée de main, semblait maintenant plus loin, comme s'il avait été transporté dans un autre monde. Pendant un moment, il envisagea de partir, ou du moins de s'éloigner, mais ensuite un rire derrière lui changea quelque chose en lui. Il ne se souvenait pas d'avoir pris cette décision, mais un instant, il restait immobile, le cœur battant, et l'instant d'après, il se dirigeait vers le piano. Le sourire narquois du garçon blond s'effaça, ses amis échangèrent des regards incrédules. Elia n'a pas bronché. Il retira le banc lentement, délibérément, comme s'il avait tout le temps du monde. Ses paumes étaient humides, sa gorge sèche, mais ses doigts ne tremblaient pas. La pièce restait immobile, vivante avec une intensité calme, comme si tout le monde retenait son souffle. Et puis, Elia a joué. L'instructeur n'était toujours pas arrivé, et à ce moment-là, Elia ne pouvait s'empêcher de se demander si c'était une sorte de bénédiction. Ou peut-être que le destin le guide. Il leva les mains au-dessus des touches, sentant l'anticipation dans l'air. Mais alors que ses doigts flottaient, une hésitation s'installa. Ce n'était pas le clavier usé et fissuré du centre de loisirs. Non, c'était différent. C'était réel. Son poids, la sensation des touches sous ses doigts était tangible, puissant. Le son qu'il produisait n'était pas seulement du bruit, il résonnait, remplissait la pièce, non pas à cause du simple volume, mais à cause de sa simple présence. Et à ce moment-là, il pouvait sentir chaque paire d'yeux dans son dos, chaque respiration retenue par anticipation. Il pouvait presque entendre la voix moqueuse de Preston résonner dans sa tête, l'appelant pour ses « doigts sales », comme si sa peau avait en quelque sorte souillé l'air lui-même. Mais Elia repoussa cette pensée, prit une inspiration régulière et appuya sur la première touche un do simple, doux et pur.
Cela résonnait, comme s'il avait attendu qu'il le joue depuis le début. Puis vint le E et le G, construisant l'accord, comme il le faisait toujours. Il n'a jamais eu besoin d'instructions, personne ne lui avait jamais dit comment. La musique avait toujours été la seule chose qui avait un sens pour lui sans avoir besoin d'être expliquée. Sa main gauche le suivit instinctivement, créant des notes de basse, légères d'abord, puis gagnant en force. Sa main droite se joignit à lui, tissant une mélodie sur le rythme, une mélodie qui semblait à la fois familière et inachevée, comme si elle avait toujours fait partie de lui. C'était la chanson qu'il jouait toujours quand il était seul, celle dont il ne donnait jamais de nom, parce qu'elle était trop personnelle, trop crue. Une chanson qui n'avait pas besoin de mots pour exprimer ce qu'il ne pouvait pas dire. La pièce autour de lui bougea. Les conversations se sont arrêtées. Les chaises grinçaient tandis que les gens se penchaient, attirés par le son. Les deux garçons debout derrière Preston cessèrent de rire, leur amusement remplacé par la confusion. Preston n'a pas parlé. Sa bouche se serra, mais Elia ne le remarqua même pas. Il ne jouait pas pour eux. Il jouait pendant les nuits passées dans la solitude, écoutant les bruits de sa ville derrière sa fenêtre. Pour les dimanches où sa mère se balançait au son de la musique gospel à l'église, les yeux fermés, le visage doux un instant. Il jouait pour la version de lui-même à laquelle on n'avait jamais dit « ne touche pas à ça ». À mesure que la musique s'enflait, ses mains bougeaient plus vite, plus sûrement, mais pas parfaitement. Il manquait une note ici et là, butait sur un accord, mais cela n'avait pas d'importance. C'était brut, sans filtre, le genre de jeu qui ne demandait ni autorisation ni approbation. Lorsqu'il eut fini, il y eut un moment de silence ou une pause qui fut comme un coup de poing dans le ventre. Puis, une fille près du fond a laissé échapper un « ouh » doux et impressionné. Un autre étudiant a applaudi. Lentement, d'autres se sont joints à nous. Mais Preston n'a pas bougé. Ses mains étaient toujours crispées sur ses côtés, son expression étant illisible. Ce n'était pas mal, marmonna l'un de ses amis, mais Elia pouvait entendre le respect dans son ton. La porte s'ouvrit en grinçant et l'instructeur entra finalement, un presse-papier à la main. Elle s'arrêta sur le seuil, regardant tour à tour Elia et la classe stupéfaite. « Est-ce que j'ai raté quelque chose ?» elle a demandé. Un enfant près du devant hocha lentement la tête. « Ouais, tu l'as fait. » Elia se leva lentement, repoussant le banc en place, le silence désormais épais et confortable, un silence qui avait été mérité. Mais alors qu'Elia sortait dans le couloir, un sentiment de malaise mêlé d'exaltation l'envahit. La poitrine encore serrée par l'adrénaline du moment, il ne savait pas s'il devait se sentir fier ou nerveux. Il n'avait pas prévu de jouer, il ne savait même pas qu'il le pouvait. Mais maintenant, tout était différent. C'est alors qu'il les vit, une foule rassemblée devant la salle de musique, attirée par le son. Des étudiants d'autres ateliers, quelques professeurs, tous captivés. Mais c'est un visage qui a attiré l'attention d'Elia, celui de Madame Desacquérir. Elle se tenait au fond, la main sur la bouche, non pas sous le choc, mais dans quelque chose de plus profond, de plus doux. Ses yeux brillaient d'une chose qu'Elia ne parvenait pas à situer, et pour la première fois, il se sentit baisser les yeux, presque gêné par cette attention. Elle se dirigea vers lui, son regard doux mais direct. « Tu as vraiment joué à ça ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Elia hocha la tête, presque effrayé de le reconnaître. Elle a continué, « C'était la vôtre ? Cette musique ?» Il hocha de nouveau la tête. Elle sourit, une douce compréhension dans les yeux. Elia, ce n'était pas seulement bien. C'est quelque chose dont les gens se souviendront. Il ne savait pas quoi dire. Il n'avait jamais pensé à ce qu'on se souvienne de lui. Il avait juste envie de toucher les touches, de jouer sans crainte, sans le poids du jugement. Alors que Madame Dickir reculait, un autre personnage apparut, Madame Caldwell, une grande femme vêtue d'un blazer gris, un presse-papier sous le bras. Elle se pencha légèrement pour rencontrer Elia au niveau des yeux. « Je suis Madame Caldwell », dit-elle d'une voix chaleureuse. « Je dirige le programme de musique avancée ici. Je vous ai entendu au bout du couloir. » Elia ouvrit la bouche mais ne trouva pas les mots. Cela ne dérangeait pas Madame Caldwell. « As-tu déjà pris des cours ?» elle a demandé. « Non, dit-il en secouant la tête. Je joue juste, parfois au centre de loisirs. Et à la maison, quand mon frère me laisse utiliser ses écouteurs. » Elle sourit, ses yeux s'illuminèrent. « Eh bien, vous avez quelque chose de spécial. Ce genre d'oreille, ce genre d'expression. Vous ne pouvez pas enseigner cela. Vous le guidez, le nourrissez. » Derrière elle,
Preston apparut, son blazer froissé à force de s'appuyer trop longtemps contre le mur. Ses yeux scrutèrent la foule, puis se posèrent sur Elia. Ils ont partagé un bref moment tacite. Ni l'un ni l'autre ne dit un mot, mais la tension dans l'air était palpable. Madame Delica intervint, sa voix traversant le silence. « Elia, que dirais-tu de jouer quelque chose lors de la représentation finale cet après-midi ?»« Moi » demanda-t-il d'une voix faible. « Oui. » Il laisse toujours de la place à un étudiant invité pour partager quelque chose à la clôture. « Je pense au non, je sais que tu devrais le faire. » La vague de nerfs qui le frappa fut alors comme un coup de poing dans le ventre. Se produire en classe était une chose, mais sur scène, devant un auditorium entier, c'était différent. « Je ne sais pas, marmonna-t-il. »« Vous n'êtes pas obligé de le faire, dit doucement Madame Delica. Mais je pense que tu le regretteras si tu ne le fais pas. » Elle avait raison. Il hocha lentement la tête. « D'accord. » Les professeurs se sont dispersés et le couloir a commencé à se dégager, mais les pas d'Elia étaient lourds alors qu'il suivait Madame Delica vers la salle de spectacle. Le couloir s'étendait devant lui, plus long qu'il ne l'avait jamais été. Mais quelque chose en lui avait changé. Ce n'était pas de la confiance, pas exactement. C'était plutôt une certitude, la même certitude qu'il ressentait en jouant une chanson qu'il n'avait jamais entendue mais qu'il connaissait instinctivement. Alors qu'il approchait de l'auditorium, Preston resta en arrière, s'attardant près de la porte. Elia, appela-t-il doucement. Il se tourna. Preston semblait vouloir dire quelque chose ou peut-être s'excuser pour ses paroles précédentes, ou peut-être faire comme si rien de tout cela ne s'était produit. Mais au lieu de cela, Preston haussa simplement les épaules et se détourna. Quand Elia entra dans l'auditorium plus tard dans la journée, la pièce était plus lumineuse que dans ses souvenirs. Il se tenait derrière le rideau, le cœur battant, regardant le sol poli de la scène. Des rangées de chaises s'étendaient au-delà de la scène, à moitié remplies d'étudiants et d'enseignants, leur voix étouffée par anticipation. Les doigts d'Elia tremblaient, non pas de peur de jouer mais il faisait confiance à ses mains mais à cause du poids de la foule et des yeux inconnus posés sur lui. Madame Dikir apparut à côté de lui, la voix basse. « Ils vont t'aimer. »« Et si je me trompe ?» demanda-t-il, la voix tendue par la nervosité. « Vous ne le ferez pas. Et même si vous le faites, ils le ressentiront toujours. » Cela la réconfortait, juste un peu. Lorsque le présentateur étudiant l'a présenté, des applaudissements polis ont rempli la salle. Elia s'avança, ne regardant pas la foule mais se concentrant sur le piano devant lui. Il brillait sous les lumières de la scène, comme s'il faisait désormais partie de lui. Il s'assit, prit une inspiration régulière et laissa ses doigts trouver leur place. Le morceau qu'il a joué n'était pas la même mélodie que précédemment. Celui-ci était plus lent, plus silencieux, plus délibéré. C'était comme une lettre écrite à haute voix, pleine de douleur et de nostalgie. Cela commençait par une douce tristesse, des pauses entre les notes lourdes de sens. Puis, il devint plus chaud, plus provoquant, comme quelque chose qui luttait pour se tenir debout malgré tout. Chaque mesure racontait son histoire des nuits passées seul, de sa mère priant dans la cuisine, du vieux clavier du centre de loisirs qui l'étincelle mais ne le fait jamais défaut. La pièce resta silencieuse. Même les professeurs ont arrêté de chuchoter. Les téléphones étaient baissés, les yeux levés et quelque part dans la seconde moitié, l'émotion derrière ses notes le rattrapa. Sa poitrine se serra, ses yeux le piquèrent, mais ses mains ne vacillèrent pas. Lorsque la note finale disparut, il leva lentement la main, comme s'il lâchait quelque chose de lourd. Il y eut un silence. Puis, un applaudissement. Un autre. Les applaudissements se multiplient. Pas une standing ovation, mais quelque chose de réel, quelque chose de complet. Certains étudiants se levèrent. Un enseignant a essuyé une larme. Elia se leva, s'inclinant automatiquement, puis se précipita hors de la scène avant que la foule ne puisse le submerger. Dans le couloir, essoufflé et encore secoué, il s'appuya contre le mur, essayant de reprendre son souffle. Puis, une voix. C'était incroyable. C'était Preston. Son blazer était désormais parfaitement boutonné, ses cheveux plus maîtrisés. L'attitude arrogante avait disparu, remplacée par quelque chose de différent, quelque chose de plus doux. « Je ne savais pas que tu pouvais faire tout ça », dit doucement Preston. Il n'a rien dit. Preston bougea, l'air gêné. Ce que j'ai dit plus tôt, j'étais hors de propos. Elia n'a pas répondu, mais finalement, il a murmuré,
tu n'étais pas obligé de le faire. Preston hocha la tête une fois. Ouais. Et avec ça, le moment s'est terminé. Pas de grands gestes, pas de poignée de main, juste deux garçons, debout dans un couloir trop grand pour aucun d'eux. Puis Madame Dikir est apparue, son sourire chaleureux. Tu l'as fait. Elia rit, essoufflé. Je pense que je l'ai fait. Elle le regarda longuement, les yeux remplis de fierté. Parlons plus tard. Je veux que tu rencontres quelqu'un. Ce qu'Elia ne savait pas, c'est que quelqu'un avait déjà passé un appel qui ouvrirait une porte qu'il n'aurait jamais imaginé pouvoir franchir. Et au moment où le bus arrivait sur le parking du Martin Luther King Jr. Middle School, le ciel avait pris une brillante teinte dorée. Elia était assis tranquillement près de l'arrière du bus, son front appuyé contre la fenêtre fraîche alors que Bâton Rouge passait en instantané fragmenté. Les enseignes de restauration rapide, les stations-service et les dépanneurs des lieux autrefois si familiers semblaient désormais plus petits, d'une certaine manière moins importants. Il n'avait pas beaucoup parlé pendant le trajet. Quelques camarades de classe l'avaient accueilli avec des high-fives décontractés, et quelques-uns d'entre eux lui avaient demandé comment il avait appris à jouer comme il le faisait. Un garçon, Jamari, a même fait un commentaire ludique, « Frère, tu as fait applaudir les enfants riches. C'est magique. » Elia offrit un petit sourire, mais à l'intérieur, il y avait un bourdonnement, une énergie qu'il ne comprenait pas encore bien. Ce n'était pas de la nervosité, ni de la peur. C'était quelque chose de plus profond, d'inconnu, qu'il ne pouvait pas nommer. À leur arrivée, Madame de Likakar attendait au bas des marches alors que les étudiants commençaient à débarquer. Elle appela doucement Elia, d'une voix ferme. « Elia, dit-elle, le tyran appart avec un air d'urgence calme. Cette femme que je vous ai présentée, Madame Caldwell. Elle veut vous revoir. » Elia cligna des yeux, confus. « Pourquoi » demanda-t-il, ne sachant pas vraiment de quoi il s'agissait. « Elle dirige un programme artistique d'été, financé par des bourses, » a expliqué Madame de Likakar. Elle a dit qu'il était rare de trouver quelqu'un avec votre talent qui n'avait pas reçu de formation formelle. Elia baissa les yeux sur ses baskets, la gauche étant éraflée par une utilisation excessive. « Je n'ai pas d'argent pour les cours, marmonna-t-il. Madame de Likakar sourit d'un air rassurant. « C'est là le point. Vous n'aurez rien à payer. Tout est couvert. Il vous suffit de vous présenter et de jouer. » Il y hésita. Des opportunités comme celle-ci ne sont pas tombées entre les mains d'enfants comme lui ou du moins, pas sans conditions cachées. Mais Madame de Likakar a insisté. « Je lui ai dit que je parlerai à ta mère. Elle voudra savoir. » Ce soir-là, dans la chaleur de leur petite maison, Charlène se tenait dans la cuisine, la brochure dans une main et un sandwich au fromage grillé à moitié brûlé dans l'autre. Elle n'a pas dit grand-chose, mais son silence en disait long. Il n'essaie pas de l'utiliser pour quoi que ce soit. Demanda-t-elle après une longue pause, d'un ton prudent. Non, madame, a rassuré Madame de Likakar, assise en face d'elle à table. C'est une véritable opportunité. Ils ont fait cela pour les étudiants de tout l'État. Charlène parcourut à nouveau la brochure, les sourcils froncés. Et où resterait-il? Dans des dortoirs, supervisés à l'école des arts de Bâton Rouge, a poursuivi Madame de Likakar. Ce n'est que pour quelques semaines. Il serait de retour à la maison à la fin de l'été. Elia était assis sur le bord du canapé, son sac à dos toujours en place, ses doigts s'enroulant nerveusement dans les sangles. Le regard de sa mère était fixe, inébranlable alors qu'elle le fixait sans cligner des yeux. « Tu veux ça » demanda-t-elle doucement. Elia croisa son regard et, après un moment, acquiesça. « Je pense que oui. » Charlène soupira profondément, le genre de soupir qui résonnait avec un million de pensées inexprimées. « Il a 12 ans, dit-elle doucement. Encore un bébé. Je ferai attention, murmura Elia, les mots s'échappant à peine de ses lèvres. Tu ferais mieux, répondit-elle en jetant à nouveau un coup d'œil à Madame de Likakar. Je vais y réfléchir. C'est tout ce qu'elle a dit pour l'instant. Une semaine plus tard, une lettre est arrivée, une simple enveloppe blanche bordée de bleu avec le nom d'Elia soigneusement tapé au centre. Il a lu la lettre 3 fois, en absorbant chaque mot, avant de la remettre à sa mère. Elle ne parla pas immédiatement, se contenta de hocher la tête en signe de reconnaissance avant de lui rendre la lettre sans un mot. Il a emballé ses affaires dans un sac polochon qui était comiquement grand pour lui, et Madame de Likakar l'a conduit elle-même au campus. En chemin, elle lui a parlé d'autres étudiants qui avaient suivi le programme,
certains qui n'avaient jamais touché à un véritable instrument avant leur premier cours, d'autres qui avaient fréquenté des écoles prestigieuses comme Juilliard et Berkeley. Mais aucun d'entre eux ne vous ressemblait, ajouta-t-elle, la voix pleine d'une véritable admiration. Et je le pense. Le campus n'était pas comme Bézide. Ce n'était ni poli ni impeccable, mais il y avait quelque chose d'honnête là-dedans. Le bâtiment de la musique présentait des éclats de peinture sur les rebords des fenêtres et les bancs, usés par des années d'attente des étudiants. Elia aimait ça, ça semblait réel, ancré. Dès son premier jour, il a joué devant 3 instructeurs. Ils ne lui ont pas demandé d'où il venait ni quelle école il avait fréquenté. Ils ont simplement demandé, dans quelle clé vous sentez-vous le plus à l'aise? Elia répondit sans hésitation, Ré mineur. Ils hochèrent la tête comme s'ils avaient parfaitement compris. À la fin de la première semaine, Elia avait écrit 3 nouvelles pièces. Dès la 2e semaine, il enseignait à un camarade de classe comment évoluer à travers les changements musicaux par le ressenti plutôt que par une théorie stricte. Un soir, après le dîner, son instructeur s'est assis à côté de lui dans la salle de répétition. « Tu sais ce que j'ai dit à mon mari après t'avoir entendu jouer ?» elle a demandé. Elia secoua la tête. C'est à ça que ressemble le talent quand il n'a pas peur. Malgré les nouvelles clés entre ses mains et les portes qui s'ouvraient devant lui, Elia savait qu'il restait encore quelque chose à faire. Quelque chose qui rendrait tout cela réel. C'était en octobre lorsqu'Elia franchit à nouveau les portes de Bézide Prep, pas en groupe, pas avec un formulaire d'excursion dans son sac à dos, mais seul. Madame Caldwell l'avait invité à nouveau à se produire lors du récital annuel d'automne. C'était son idée, une performance solo surprise de la part d'un des étudiants du programme artistique d'été, une démonstration de ce que le talent brut pouvait devenir avec le bon type de soutien. Elia avait un peu grandi depuis le printemps, il était plus grand, son jean lui allait mieux et ses boucles étaient plus soignées. Ses mains aussi avaient changé, devenant plus confiantes dans leurs mouvements. Il ne parlait toujours pas beaucoup, mais quand il le faisait, les gens l'écoutaient. L'auditorium était exactement tel qu'il s'en souvenait, des sols propres, des lumières vives, cette scène mais cette fois, elle ne lui paraissait pas plus grande que lui. C'était parfait. Au premier rang était assise Madame de Licacar, son sac à main en équilibre sur ses genoux, les yeux remplis d'une tranquille fierté. Et à côté d'elle, Charlène, son plus beau chemisier, s'agrippant au bord de son siège comme si c'était la seule chose qui la maintenait au sol. Au début, elle n'était pas sûre de la performance. « Je ne sais pas ce que des gens comme ça attendent d'enfants comme vous », avait-elle dit. Elia avait simplement répondu, juste pour entendre. Maintenant, elle était là, attendant d'écouter. Le MC a fait une brève introduction. Le dernier artiste de ce soir est un jeune homme qui nous rappelle pourquoi la musique compte toujours. Veuillez accueillir Elia Brox. Il sortit régulièrement, mesurait ni trop vite, ni trop lentement. Le Steinway attendait, et cette fois, Elia n'a pas hésité. La pièce qu'il jouait était nouvelle, quelque chose qu'il avait écrit 2 semaines plus tôt, inspiré par son été au programme. Il n'y avait pas de titre, juste un mouvement. Cela commençait doucement, régulièrement, comme le rythme des pas comptés, puis montait lentement, mesure par mesure, vers quelque chose de plus chaud, de plus sûr. Il y a eu des fioritures, certes, mais rien de tape à accent grave l'œil. Chaque note avait un but. La musique coulait comme des pensées formant le milieu d'une phrase honnête et vraie. À mi-chemin, Elia leva les yeux. Il vit Preston assis 3 rangées en arrière, les bras croisés, en train de regarder. Il n'avait pas parlé depuis ce moment dans le couloir, mais maintenant, Elia n'avait plus besoin de mots. Le silence entre eux n'était pas lourd, il était rempli de compréhension. Lorsque la note finale resta suspendue dans l'air, Elia la tint juste assez longtemps pour que le souffle de la pièce reprenne. Puis il a levé les mains et les applaudissements ont retenti rapides, réels et sincères. Charlène s'est levée, mais elle n'a pas applaudi tout de suite. Elle regardait simplement son fils comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. Puis, un sourire discret s'étala sur son visage. Après la représentation, des gens sont venus lui parler, des enseignants, des parents et même quelques élèves. Ils lui ont posé des questions sur sa musique, où il avait appris à jouer, ce qu'il envisageait de faire ensuite. Il répondit du mieux qu'il pouvait, toujours mal à l'aise face à cette attention. Mais il y a eu un moment qui l'a le plus marqué, un petit garçon d'à accent grave peine 9 ans, maigre avec des lunettes de travers, s'est approché et a murmuré, « Ça m'a donné envie d'essayer le piano aussi. » Elia s'agenouilla légèrement, croisant son regard. « Tu devrais. » « Je ne sais pas comment. » « Ça n'a pas d'importance. » « Commencez simplement,
dit Elia en souriant. C'était suffisant. Plus tard, alors qu'ils rentraient chez eux, Charlène était silencieuse. « Ça va ?» a demandé Élie. Elle hocha la tête, même si ses yeux étaient lointains. « Je n'aurais jamais pensé voir quelque chose comme ça. Pas avec ton nom dessus. » Elia regardait par la fenêtre, les lampadaires devenant flous à leur passage. « Moi non plus, dit-il. Mais peut-être que ça a toujours été là. » Elle ne répondit pas, mais sa main passa sur la console, reposant doucement sur la sienne. Cette nuit-là, de retour à la maison, Elia était assis avec un cahier sur ses genoux. Il n'écrivait pas de musique, juste des pensées éparses, une ligne dont il voulait se souvenir. Il n'est pas nécessaire d'être invité pour être autorisé. Le monde ne lui avait jamais donné la permission de s'asseoir devant ce piano, mais il s'y était quand même assis doucement, honnêtement, pleinement. Et ce faisant, il leur a rappelé, ainsi qu'à lui-même, que le talent ne se soucie pas d'où vous venez, de ce que vous portez ou du montant que vos parents donnent. Il se soucie seulement que vous écoutiez quand il appelle. Donc, si vous regardez ceci et que vous vous demandez si vous êtes assez bon, si vous êtes autorisé à essayer, c'est votre signe. Tu es. Maintenant, va le faire.